université populaire libre et solidaire. Nous sommes ces nouvelles générations de pensée qui refusons tous les a priori des destins tout faits et des échecs programmés, toutes les fatalités contemporaines. Ici, dans l'amphithéâtre Lelon, construit en 1957, en face du bâtiment Pinard, où tant de Parisiens sont nés, dans ce qui est encore aujourd'hui, quand même, quelque peu l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, jusqu'à la destruction du site à la fin de l'année, nous continuons cette guerre sans merci pour combattre la misère intellectuelle et sociale des plus démunis, de toute couleur, toute race, tout sexe et tout âge. Contre les préjugés, les idées fausses et les passions tristes, la violence contemporaine, pour des civilisations libres et solidaires. Ici, chaque mercredi, par les sciences, les lettres et les arts, nous vous proposons, nous apportons une réponse de raison et d'ambition aux problèmes idéologiques de notre temps, que ce soit le réchauffement climatique, le racisme, dire Dieu, dire les dieux. La semaine dernière, Bernard Stiegler nous a parlé du travail et du revenu contributif. Un autre pan de l'alternative à notre société actuelle. Nous avons vu les communs dans la première séance. Le revenu contributif l'est peut-être également une alternative. La semaine prochaine, exceptionnellement, il y aura 2 séances. Le mardi, il y a la séance qui a été reportée sur le soleil, intitulée « Le soleil, l'univers et nous », où avec l'astrophysicienne Sylvie Vauclair, avec l'association Solar Sound System, on écoutera le soleil et on essaiera un peu d'y voir un peu plus clair. Mais il y aura également mercredi une autre séance intitulée « Affronter pour avancer », où de la commune, en passant par les luttes du XXe siècle, on questionnera la violence d'État et la violence auxquelles tous les mouvements de résistance sont confrontés, mais également nous aborderons tous les mouvements pacifistes. Mais aujourd'hui, nous parlons de chimie, de pollution des sols et du vivant, de pollution de la terre et de la mer, et en l'occurrence de la pollution de la mer Méditerranée, Mare Nostrum, parce que Salim Adouni y est né, y a vécu et en est parti. Il en est parti parce que Gabès est l'une des villes, comme tant d'autres villes, les plus polluées au monde, car l'industrie du phosphate y est présente depuis 30 ans. Cette industrie a engendré de nombreuses conséquences sur l'environnement très dommageables, avec la présence de radium, de polonium, d'uranium, de plomb, avec des fuites d'ammoniac, avec les oliviers qui perdent leurs feuilles, avec les arbres fruitiers qui disparaissent. Mais le phosphate, l'industrie le transforme en phosphore, une potion assez importante pour le capitalisme, qui est utilisée, on en discutera aussi, dans les engrais de synthèse Monsanto, dans les additifs alimentaires, et peut-être surtout pour nous empêcher de vomir lorsque l'on boit du Coca-Cola, parce que l'acide phosphorique calme le goût sucré. Mais en tout cas, à Gabès, on a envie aussi à l'Université populaire de montrer des liens, de faire apparaître des vérités qui semblent peut-être un peu cachées, mais à Gabès, on s'est entassé dans les bateaux qui sont venus en France. Je veux dire, et les choses sont liées. Donc on aimerait, pourquoi pas, demander des comptes, savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Donc avec Éric Vindimian, qui fait partie du haut commissaire au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, avec Nicolas Fuchs, qui s'occupe des espaces verts sur le site des Grands Voisins, de l'association Nature Espace, et avec donc Salim Adouni, hébergé à l'horizon depuis 2 ans et demi aux Grands Voisins. Nous allons donc, Salim, je te laisse la parole. Monsieur, dame, bonjour. Je m'appelle Salim Adouni, je viens de la Tunisie. Et par rapport au sujet de chimie, je vais parler un petit peu par rapport à l'usine qui se situe dans ma ville et dans mon parcours personnel. Alors, je vais commencer avec mon parcours personnel, comment je suis arrivé en France.
et la cause. Et je veux commencer par mon parcours. Alors, je suis arrivé par l'Italie après la révolution tunisienne. Et, je suis arrivé en bateau en Italie en 2011. Et dès là, d'Italie, j'ai pris chemin vers la France. Et, j'ai eu un peu de difficulté au début par rapport à ma situation de vie et tout. Et voilà, c'était un peu difficile au début. Après, j'étais pris par une association qui s'appelle Les Enfants du Canal, qui m'a trouvé un hébergement à Maison Blanche. C'était dans le 94. Et de là, ils m'ont orienté vers l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, au bâtiment L'Horizon. Et petit à petit, voilà, je suis intégré aux grands voisins par rapport à les activités et tout ce qui se passe à l'intérieur des sites. Après, voilà, ça a amélioré petit à petit et on a commencé à apprendre beaucoup de choses. On a fait beaucoup de choses avec Frédéric en plus par rapport à mon parcours. Et je veux dire un mot par rapport aux grands voisins. C'était un bon projet qui a fait sortir plein des résidents qui sont dans les difficultés, qui n'ont jamais participé des activités et tout. Et voilà. Et les choses qui m'ont poussé de venir en France, c'était l'usine qui est située dans ma ville. C'est une usine de phosphate qui produit des produits chimiques, qui jette tout ce qu'il y a comme le reste de l'utilisation, il le jette vers la mer, et tout ce qu'il y a autour de l'usine, il est plus en gros, il n'y a rien qui existe autour de cette usine. Au périmètre de 30 km autour de l'usine, il n'y a rien qui existe, ni palmiers, ni et comme le métier de mon grand-père et de mon père et nous-mêmes, c'était de l'agriculture, ça a touché vraiment notre activité de tous les jours. Et c'était presque la cause qui m'a poussé de venir en France. Et voilà, j'ai même des familles qui étaient touchées à leur santé. Et voilà, c'est des choses qui m'ont poussé de venir ici, d'essayer de m'en sortir un petit peu et voilà, d'aborder ce sujet s'il y a une possibilité de trouver une solution, d'essayer de... Moi, personnellement, j'ai fait un appel. J'ai réussi à envoyer une délégation au port de Gabès. Et ils ont réussi à la faire arrêter 3 jours. Mais après, l'activité, ça reprend parce que Gabès, politiquement, en Tunisie, était oublié. On parle jamais de Gabès. Et ça fait 30 ans, cette usine qui existe, qui pollue presque 90% de l'environnement de Gabès. Et plus de ça, ils ont constaté que la gravité de ce produit est arrivée jusqu'à la mer de Marseille. Voilà, c'est pour ça qu'il y a c'est une délégation qui est partie d'ici de l'Europe vers le port et qu'ils ont réussi à l'arrêter 3 jours, mais voilà, ils n'ont pas réussi à la fermer complètement ou trouver une solution de la déplacer ou déplacer les déchets voilà. C'était presque... ouais. Et le métier, voilà, je parlais le métier de mon grand-père et de mon père. On a eu des élevages, des fermes.
et qu'ils étaient touchés vraiment par cette usine quand on se réveille le matin, par exemple, avec un couche de nuage blanche qu'on n'arrive même pas à respirer. Et de cela, quand je suis parti de la Tunisie, il y avait 210 personnes. On était entassés dans un petit bateau. C'était la réussite d'arriver jusqu'à l'Italie. Voilà, c'était à 10% qu'on peut être sauvé, quoi. Voilà. Et en rajoutant quelque chose, voilà, il y avait mes frères, il y avait mes cousins qui travaillent voilà, dans l'agriculture. Et ça touchait vraiment ça. Et des fois, j'ai des contacts avec eux ils arrivent plus comment on dit, à trouver une solution par rapport à ça. Il y a personne voilà, qui réagit vraiment par rapport à cette gravité. Et voilà. On essaye il y avait même des gens qui étaient touchés à leur santé et tout. Il y a pas de remboursement. Les gens qui habitent, par exemple, à Gabès, ils travaillent pas dans l'usine. C'est des gens de l'extérieur, c'est eux qui profitent de l'usine. Et nous, la participation des jeunes, c'est juste pour remplir les bateaux pendant un mois après. Voilà. Ils appellent les jeunes de la ville, c'est juste pour remplir ou faire les petites choses. Ouais, je passe le mot. Merci. Le micro, le nom de cette usine, on peut la connaître? Le nom de l'usine, on peut la citer? Alors, l'usine, c'est l'usine, l'industrie et de chimie, c'est ça, normalement, c'est ça, de Gabès. Le groupe chimique de Gabès, ouais. C'est une entreprise tunisienne? C'est une entreprise internationale à un moment donné parce qu'il y avait des bateaux du monde entier qui viennent chaque semaine, chaque mois. Voilà. Il y avait même des bateaux américains qui viennent pendant un mois, qui restent à l'intérieur de port, qui remplit voilà, pendant un mois. Moi, personnellement, j'ai travaillé pendant 2 mois de remplir des sacs de 50 kilos. Voilà, de produits. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur des sacs, en fait. Peut-être ma question, c'est est-ce que les impacts sur l'agriculture, qu'est-ce qui se produit en fait autour de l'usine? Les terres deviennent stériles ou alors les aliments sont plus consommables? Il n'y a rien qui pousse autour de cette usine. Les palmiers on dirait qu'ils sont brûlés, des oliviers qui sont sèches. Il n'y a rien qui... Même les os de l'être humain ils deviennent fragiles. D'accord. Et toi, c'était la ferme de ta famille qui produisait plus? C'était à 15 km de l'usine, oui. À 15 km de l'usine. D'accord. Oui, donc c'est quand même relativement loin. Elle était vraiment touchée par... Ouais. D'accord. Et à part l'usine, il y a d'autres activités industrielles à Gabès? Non. Il n'y a que cette usine, en fait. Elle a la taille de 30 km². Elle est énorme. Il y a des bateaux américains qui viennent chaque semaine. Elle porte des milliers de tonnes.
Un bateau américain qui fait la taille deux fois la taille de ce bâtiment. Et donc, s'il n'y a plus d'usine, il n'y a plus d'activité à part essayer de reprendre l'agriculture, si c'est pas trop tard. Ben, l'usine, ça fait travailler des gens de l'extérieur, pas les jeunes de la ville. Et la gravité, c'est nous qu'on subit. Voilà. Il n'y a pas de remboursement, il y a des gens qui étaient touchés dans leur santé, quoi. Ça a vraiment touché l'intérieur de santé, quoi. Oui, mais de toute façon, dans une usine comme ça, il doit y avoir beaucoup de phosphates. Et les phosphates, c'est une substance. Enfin, d'abord, ils sont indispensables à la vie. Notre corps comporte des phosphates. Quand les gens vous disent ça, c'est dans mon ADN, ben là, c'est vraiment le cas de le dire. Il y a des phosphates dans l'ADN, sinon il n'y aurait pas d'ADN, donc on n'aurait pas de chromosomes s'il n'y avait pas de phosphates. Nos cellules sont formées de phospholipides qui contiennent des phosphates. Mais comme beaucoup de substances chimiques, si on en a trop peu, on est malade. Et si on en a trop, on est malade aussi. Et donc, manifestement, là, on est sur des excès qui peuvent créer des maladies. En plus, j'imagine qu'il y a beaucoup d'activités d'extraction minière qui sont liées à l'usine. Et quand on extrait des substances du sous-sol, il n'y a pas que la substance qu'on recherche. Il y a énormément de métaux lourds, diverses substances qui sont toxiques. Et s'il n'y a pas de précautions qui sont prises, si ce n'est pas fait proprement, il y a des expositions. Alors ça peut être aussi des multi-expositions à plusieurs substances toxiques en même temps. Et on voit le résultat. En tout cas, clairement, ça stérilise la végétation autour de l'usine et probablement que la santé des habitants est altérée. Alors peut-être que tout le monde ne meurt pas parce que les gens savent s'éloigner, mais il y a sûrement des maladies qui sont liées à ça. Voilà. Alors après, il faudrait des études précises pour savoir quelles sont les causes, quelles sont les solutions. Et je suis persuadé qu'il y a des solutions. Mais probablement qu'il y a des solutions et qu'il faudrait des conditions économiques pour mettre en place ces solutions. Parce que si les bateaux américains, mais il ne doit pas y avoir que des Américains, si des clients viennent acheter des produits de cette usine, c'est probablement parce que sur le marché, ils sont plutôt moins chers qu'ailleurs. Et que si il fallait limiter la pollution, on serait obligé de les vendre plus cher. Et donc on a un espèce de cercle vicieux lié au fonctionnement du monde économique, qui est qu'on va toujours chercher ce qu'il y a de moins cher, et souvent au détriment de l'environnement. Et c'est aussi une des grandes inégalités entre les pays du Nord et les pays du Sud. C'est que de plus en plus, on fait fabriquer, on récupère des ressources minières ou des matières premières, ou même des produits finis dans des pays du Sud, où les conditions sociales et les conditions environnementales ne sont pas du tout les mêmes que dans les pays du Nord. Donc c'est aussi une vraie question qui doit nous intéresser. On ne doit pas juste dire c'est à eux de se débrouiller, parce qu'on fait aussi une pression sur les prix. À ce propos, je voulais vous demander, on produit du phosphate en Europe ? Je crois pas. Je crois que c'est... Alors peut-être qu'on en transforme, mais surtout on extrait les phosphates justement en Tunisie, au Maroc. Je ne sais pas en Algérie, mais en tout cas c'est plutôt en Afrique du Nord qu'on trouve des grands gisements de phosphate et qu'ils en ont fait une ressource économique importante. Avec éventuellement les problèmes environnementaux. Alors je ne sais pas s'ils sont les mêmes partout, je ne sais pas s'il y a d'autres gabès au Maroc, en Algérie ou en Tunisie. Il y a peut-être des endroits où on travaille plus proprement, j'en sais rien. Mais en tout cas, je ne pense pas qu'on extrait des phosphates de sous-sol en Europe, ou en tout cas très peu. Est-ce que vous avez des questions peut-être avant qu'on commence, des questions sur le parcours de vie qu'on a entendu ou ce qu'on vient d'entendre? Bonjour, donc une question pour Salim. Tu disais que les gens dans ta ville ne travaillaient pas dans l'usine. Tu disais que tes parents avaient une ferme. Enfin, voilà. Donc si maintenant plus rien ne pousse, quelle activité ont tes parents ou ta famille et comment ils arrivent à vivre en fait dans ces conditions?
Alors, je vais répondre sur cette question. Et mes frères, ils sont plutôt partis vers des autres activités. Ils ont commencé à vendre leurs entrepôts, et voilà. Et ils ont commencé à chercher ailleurs. Mes frères et mes cousins, et voilà. Bonsoir. Par rapport à la situation dans Gabès, ça suppose une ville, une province, donc il y a des enjeux économiques, mais il y a un pouvoir politique. Quelle est la réaction des municipalités ou du district, ou je ne sais pas comment c'est organisé? Et autre point, comment la population réagit? Est-ce qu'il y a une possibilité de contre-pouvoir? Est-ce que les instances politiques, entre guillemets, sur place sont conscientes du problème, font quelque chose? Alors, il y a plusieurs manifestations qui ont été organisées par rapport à ça. Et comme je te dis, ils ont réussi à envoyer une délégation d'ici vers Gabès. Ils ont réussi à fermer l'usine pendant 3 jours. Par là-bas, c'est dur à parler parce que politiquement, Gabès était oublié. Et voilà, ils ont manifesté, c'est juste augmenter un petit peu le salaire par rapport à le travail qu'ils le font. Et en fait, les dirigeants qui font le travail de directeur ou le travail le plus haut, quoi. C'est des gens de l'extérieur, mais le travail de remplir ou c'est les gens de la ville qui sont payés mal, qui sont mal payés, quoi. La ville de Gabès a touché 10 millions d'euros l'année passée par rapport globalement sur les multinationales en compensation à ce qui s'est passé. C'était le premier point que je voulais rajouter par rapport à votre question. Et je tenais également à préciser pour montrer la notion, la dimension de l'extravagance de cette situation, c'est que le phosphate est une ressource finie. C'est-à-dire que le phosphate s'épuisera. Parce que là, on est en train de traiter du phosphate qui s'est aggloméré dans la terre, je ne sais pas, qui s'est aggloméré au fil des siècles dans la terre. Et effectivement, ça se trouve plutôt en Afrique du Nord, mais également ailleurs. Actuellement, tout de suite, il y a des combats en Haïti pour ne pas ouvrir une usine d'extraction du phosphate. Aussi, pareil. Mais certainement, nous arriverons au pic de production du phosphate dans les 20-30 ans qui viennent, selon des simulations après. Et quand on est au pic, on produira pareil derrière. Donc ça veut dire que dans 100 ans, plus de phosphate, plus d'engrais, plus d'additifs alimentaires et plus de Coca-Cola. Oui, bonsoir. Et du coup, cette usine, en fait, c'est une usine tunisienne ou c'est une usine qui fait partie d'un groupe un peu plus gros, international, etc., qui aurait des ramifications en fait? Je pense qu'il y a plusieurs... C'était une usine d'État avant? Sous Ben Ali, c'était une usine d'État? Tout à fait, c'était une usine d'État, voilà. C'est pour ça qu'on n'arrive plus à parler ou dire quelque chose sur cette usine ou manifester même devant l'usine. Si tu manifestes, voilà, tu pars... voilà, ils t'arrêtent tout de suite. Voilà, c'est bien protégé, quoi. Quel est le niveau de démocratie? Ouais. J'ai analysé, quoi.
il y a des élus, oui, mais voilà, ils font aucune action par rapport à ça. Il n'y a personne qui réagit par rapport à cette usine, ni l'ancien président, ni les nouveaux, ni voilà. C'est une usine qui fait rentrer 1 million d'euros par jour. Bonsoir. C'est pas vraiment une question, mais plutôt une remarque, parce que je sais par exemple qu'au Maroc, qui exploite énormément ses ressources minières, surtout pour le phosphate, il n'y a pas, peut-être qu'on ne le sait pas, mais il n'y a pas beaucoup de cas de pollution comme à Gabès. Donc est-ce qu'on n'aurait pas plutôt, on ferait pas plutôt face à une manipulation de certaines grosses sociétés pour réduire le coût de production à Gabès et du coup profiter? Parce que je pense que dans plusieurs, je pense qu'il y a moyen de pouvoir récolter cette ressource plus proprement. Ou après, peut-être qu'il y a moins, comme l'a dit monsieur, peut-être que dans les terres du Maroc, il y a moins de matériaux autour du phosphate qui, elles, sont beaucoup plus polluantes que le phosphate lui-même. Et du coup, oui, c'est une remarque, pas vraiment une question, désolé. Non, mais la remarque est intéressante. Bon, alors on n'a pas les éléments du dossier, d'ailleurs je ne sais pas s'ils sont publiquement disponibles. Mais c'est vrai que c'est comme ça qu'il faudrait creuser la situation, déjà faire des comparaisons. Peut-être qu'au Maroc, on fait surtout de l'extraction de phosphate et que là, il y a de la transformation qui, justement, crée d'autres... J'ai cru comprendre qu'il y avait aussi des problèmes de phosphore. C'est-à-dire que le phosphate, c'est une forme de phosphore qui est relativement peu toxique puisque, justement, il est nécessaire à la vie. Donc, en excès, il est toxique, comme tout toxique d'ailleurs. Par contre, le phosphore lui-même, on en fait des bombes, on en fait des armes chimiques. Enfin, le phosphore, c'est très dangereux, très toxique. Le phosphate, c'est du phosphore avec de l'oxygène. Et c'est moins toxique, enfin beaucoup moins toxique que le phosphore. Donc peut-être qu'il y a des rejets de phosphore, peut-être qu'il y a des rejets de métaux lourds. Il faudrait vraiment instruire le dossier, faire des mesures, etc. pour comprendre ce qui se passe à Gabès. Et là, on n'a pas les éléments, mais c'est comme ça qu'il faut poser les questions sur le plan scientifique. D'autres remarques ou questions ? C'est Nicolas Fouque de Nature Espace. Donc, Nicolas, Nature Espace, qui n'est pas une association, mais une EI, une SARL, filiale de l'association Espace, en revanche. Et on est surtout une société d'insertion dans l'espace vert. C'est-à-dire qu'on prend tous les plus démunis pour les aider à retrouver un travail, à les remettre dans le coup. Et je vais aller dans le vif du sujet, c'est qu'on était censé faire de l'espace vert, mais de plus en plus, on nous sous-traite pour nettoyer les espaces verts. Et c'est là où on rentre dans le vif du sujet, c'est qu'on nettoie vraiment les déchets, mais tout déchet, hein, de la voiture abandonnée à la touillette du café. Et il s'avère que depuis que je fais ça depuis 2 ans, sur un de nos sites, on récupère à peu près par semaine une benne de 20 mètres cubes de déchets, que normalement est censé c'est recycler. Mais mon souci à moi, c'est déjà au niveau de mes gars qui étaient censés faire l'espace vert, qui finalement font un peu les égoutiers des espaces verts. Ils sont directement les mains dans la pollution. Dans ce travail-là, on a même réussi à découvrir du jus de poubelle. Je ne sais pas si ça a été inventé avant, mais nous, on a trouvé dans des espaces verts, hein, la coulée verte par exemple, des sacs de déchets, des anciennes poubelles qui avaient réussi à macérer. Et mes gars mettent même les mains dedans, et de plus, quand ils baignent les sacs dans la grosse benne, ils risquent de s'en prendre plein les poumons et plein la vue. Donc ça, je me demandais ce qu'ils attendraient dans l'avenir. Et ici, au site des grands voisins, je pensais être débarrassé de ça, parce qu'ici, on fait vraiment de l'espace vert. En revanche, on a fait du terreau de feuilles. On a fait du terreau de feuilles avec les feuilles de nos voisins, les visiteuses, les sœurs visiteuses. Et sur ce site, à eux, normalement, il n'y a personne. C'est un endroit où on se refuge, où on s'isole. Du coup, il y a une personne dans l'année qui passe. Et même dans ce terreau, enfin, sauf le jardinier, bien sûr, et que c'est même dans ce terreau-là, de feuilles, on a réussi à trouver, on part de la touillette de café au sac plastique poubelle, et même des morceaux de tuiles, à mon avis, amiantées, parce que je m'y connais un peu en amiante.
Donc moi, mon grand souci par rapport à la pollution et à la chimie, c'est un peu la déchimie. C'est surtout mes gars qui les trouvent, qui sont déjà défavorisés à la base. Mais en plus, je les amène dans un métier qui se met en danger. Je ne sais pas à quel niveau. J'espère que je suis parano seulement et que je me trompe. Mais voilà, mon souci, c'est que cette pollution, cette déchimie, je veux dire, ces déchets-là, on les voit se dégrader donc, dans notre futur terreau, dans notre air, visiblement, parce que ce qu'on a trouvé comme déchets dans le terreau de Feuilles des Sœurs, logiquement, je ne vois pas par où il est venu, à part par les airs. Ça paraît impressionnant comme ça, mais c'est de fait. Voilà, la visitation. Voilà, les voies du Seigneur, chez les sœurs, elles ne sont pas si impénétrables que ça, visiblement, en tout cas pour le PVC. Et donc, moi, je suis là pour témoigner de ça, parce que là, je sens que mon métier est un peu flouté. J'arrive malgré tout à faire de l'insertion, mais si ça continue comme ça, j'ai peur que les sociétés d'insertion en espace vert et les sites comme ici, on devienne plus des métiers d'éboueurs non reconnus. Et surtout, c'est encore la même chose, c'est une pollution, on n'en parle jamais. Et les premiers qui trinquent, c'est les plus pauvres, les plus démunis. Et de surcroît, dans les grands voisins, je ne cherche pas les coupables, je sais où ils sont, mais je peux vous dire sur les autres sites, lorsqu'on reproche à une personne de jeter sa canette ou même son papier de bonbons devant nous, ils nous répondent en toute tranquillité que de toute manière, s'ils ne faisaient pas ça, on n'aurait pas de travail parce qu'on est payé pour ça. Donc on leur répond tout simplement, oui, mais vous, parce que nous la coulée verte, c'est 12 km de long sur 1 km de large. On leur répond que sur ces quelques kilomètres carrés, à penser ça, ils sont des milliers par jour. Et nous, on n'est que 2 à nettoyer par jour. Donc l'autre question que je me posais, c'est en sortant de ma petite coulée verte ou du site d'ici, à quelle échelle, comment ça se passe? Est-ce que c'est proportionnel? Est-ce que c'est chez moi que c'est le pire? Ou est-ce que c'est partout pareil? Voilà, en fait, j'étais plutôt venu pour avoir des réponses à ces questions. Quand on regarde les déchets qu'on retrouve dans la mer, on trouve énormément de déchets plastiques. On a même maintenant à la surface de la planète ce qu'on appelle des continents de déchets, c'est-à-dire des endroits où les déchets s'accumulent et on a un peu l'impression d'un continent, quoi. Mais ce n'est pas une île, c'est quelque chose qui flotte. Et en Méditerranée, donc tout près de chez nous, savez-vous quel est le déchet qu'on retrouve le plus? C'est les cotons-tiges. Objet dont je pense qu'on pourrait se passer sans avoir un énorme problème d'hygiène. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens, quand ils utilisent les cotons-tiges, souvent c'est dans leur salle de bain. Que s'ils le mettent à la poubelle, un jour il faudra vider la poubelle, alors que si on le met dans les toilettes, on tire la chasse et puis on est débarrassé du coton-tige. Sauf que c'est totalement imputrescible, que c'est suffisamment petit pour passer à travers les grilles qui retiennent les matières solides dans les stations d'épuration, que dans la station d'épuration, ça perd peut-être ses petites extrémités en coton, mais la tige, elle reste. Et puis, elle part dans les égouts, et puis on finit par les retrouver dans les rivières, dans la mer. Et donc, ça veut dire... Alors, c'est un exemple, le coton-tige. Mais ça veut dire qu'on est tous plus ou moins coupables de la dégradation de l'environnement. Et alors, coupables... Alors, on a eu un Premier ministre qui parlait de responsable mais pas coupable. On est peut-être responsable mais pas coupable parce que je suis persuadé que tous les gens qui jettent leur coton-tige dans les toilettes ne se posent pas la question. Ils jettent le coton-tige dans les toilettes, c'est propre. Je pense qu'ils ne se sont pas posé la question. Puis peut-être que ceux qui se sont posé la question se disent il doit y avoir des systèmes qui les filtrent, etc. Puis c'est ramassé comme si c'était dans la poubelle. Voilà. Mais les toilettes et la poubelle, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce n'est pas le même type de déchets. Les stations d'épuration, ça élimine relativement bien notre caca. L'eau sale, quand on s'est lavé, parce qu'on a enlevé pas mal de crasse, mais pas les déchets solides. Donc il y a effectivement une prise de conscience à faire au niveau de chacun. Et quand on voit des gens jeter des déchets dans la rue, c'est un peu la même chose. Chaque citoyen est aussi un pollueur de l'environnement. Bonjour, Guylaine Hirso, notamment les petits débrouillards. Mais ayant longtemps travaillé dans le monde des poubelles, comme on dit, dans un grand groupe,
Je suis très heureuse que vous soyez exprimés tous les deux, parce que ces deux sujets, je les ai un petit peu vus dans ma carrière, en particulier, mais je ne vais pas répéter ce qu'a dit Eric, parce que c'est tout à fait exact par rapport à la pollution, le phosphate et tout. Bon, et je rappelle quand même en France aussi, hein, il y avait des mines aussi, et il y a des systèmes, mais effectivement, les systèmes coûtent très cher. Mais c'est bien de mettre en avant ce problème, mais ça ne veut pas dire qu'au Maroc, tout soit parfait non plus, aussi. Hein. Donc voilà. Et pour le deuxième point, je vous remercie, jeune homme, parce que, comme je dis, inégalité sociale, inégalité environnementale, on ne parle pas assez de ces sujets-là, et que dans les déchets, on oublie de dire qu'il y a beaucoup de pollution, beaucoup de déchets dangereux. Et quand on parle d'économie circulaire, à Ville de Paris, on en parle beaucoup, comme dans plein d'endroits. On parle d'économie circulaire en mettant en avant que c'était bien en soi, sauf qu'on oublie de dire qu'il y a une dilution de la pollution. On oublie de dire que si on ne sépare pas les déchets, on arrive à polluer. Vous avez une toute petite pile. Quand vous avez jeté une pile dans une poubelle, comme on parlait du coton, comme vient de dire Eric, les cotons-tiges, mais aussi une pile, vous jetez ça par mégarde ou des fois volontairement, vous polluez éventuellement tout un tas de poubelles, tout est déchets, et après vous ne pouvez plus utiliser soit en valorisation organique, soit dans d'autres fins. Je rappelle en plus qu'il y a des réglementations relativement strictes. Et pour revenir aussi, c'est qu'on envoie, et même s'il y a la Convention de Bâle, on envoie aussi des déchets dans certains pays. Donc on ne se pose pas, et tous, moi là, regardez, là j'ai 2 téléphones, on n'arrive pas à vraiment se poser la question. Mais encore un téléphone, on se dit, il y a des métaux lourds. Et on ne va pas forcément le jeter dans la poubelle, comme on vient d'expliquer les cotons-tiges. Mais il y a plein d'exemples comme ça qu'on n'explique pas réellement. On dit, vous allez faire de l'économie circulaire, on va recycler, ça va repartir de le cycle. Comme pour le phosphore, la nature revient à la nature, on oublie de dire que ça ne peut pas revenir tel que, et qu'il y a tout un cycle de transformation qui est nécessaire. Et effectivement, il y a beaucoup d'associations qu'on connaît, avec Emmaüs et d'autres associations qui travaillent sur ces sujets, mais on oublie de mettre en avant que c'est un vrai métier. Tout à l'heure, vous parliez du jus de déchets, ça s'appelle des lixivias, et c'est très polluant. Donc, il est important de rappeler que si on veut faire du recyclage, si on veut faire de l'économie circulaire, c'est de faire prendre conscience, quand vous voyez aujourd'hui, regardez comment vous jetez les mégots de cigarettes. Je ne sais pas si vous savez le nombre de tonnes de mégots de cigarettes et la pollution que ça occasionne. Mais comme le dit Eric, si on n'explique pas aux gens les problèmes de pollution, quand vous voyez les publicités sur la question des déchets, on parle des cartons, on parle du papier, un monsieur qui s'envole et tout, on a l'impression que tout est simple. C'est complètement faux. Il faut des installations de traitement. Et ça, on n'en parle pas assez. Et surtout, et je vous remercie, je ne vais pas rester plus longtemps, c'est de dire aussi de valoriser ces métiers, de rappeler l'importance de ces métiers. Regardez quand il y a des grèves, ce qui se passe dans une ville. Regardez quand on n'enlève pas les déchets. Et c'est tout ce système, c'est réexpliquer ce cycle, valoriser ces métiers, réexpliquer l'importance pour l'environnement de tous. Et comme vous le disiez très justement, inégalité sociale, inégalité environnementale, ceux qui sont plus, qui ont des grosses difficultés par rapport à ça, souvent ce sont les personnes qui sont issues dans certains quartiers, certains milieux, mais quoi qu'il en soit, et donc il est important de le rappeler. Et je vous remercie, tous les deux, vous avez mis le point où ça fait mal, et ça serait bien, si la ville de Paris était là aussi, que quand on aborde les questions, j'ai vu l'autre fois Antoinette Gull, je lui ai dit, il serait peut-être aussi essentiel de rappeler que ce n'est pas une fin en soi, l'économie circulaire, tout ça, c'est bien, mais même si l'économie circulaire est séculaire, mais de rappeler toutes ces questions de la problème, parce que tout ça, c'est la santé de tous, et on devrait être tous égaux vis-à-vis de cela. Et là, il y a une grande difficulté, parce qu'on est dans de grandes inégalités par rapport à ces questions. Marche là. Je vous remercie. Et je vous rejoins aussi sur ce qu'on ne dit pas assez non plus, c'est que moi, mes gars, ils ramassent, mais ils ne peuvent pas tout ramasser. Et ce qu'on ne voit pas, mais nous, on le voit, c'est tout ce qui reste encore dans la nature, dans les déchets, pareil, du coton-tige à la touillette, en passant par les canettes. Et donc nous, avec les gars, quand même, on s'est aussi posé la question de ce qu'on ramassait, qu'est-ce qu'on en faisait. Alors effectivement, c'est trier, et on a appris un nouveau mot dans le déchet, c'est le tri du refus, ou les déchets de refus. Voilà.
Et là où on s'est inquiété, c'est que, bon, après le tri, il y a finalement ces fameux déchets, ces plastiques, certains aluminiums, certains métaux, même du verre. Eux, on ne nous dit pas ce qu'on en fait. Apparemment, ils sont enfouis ou incinérés. Voilà. Et ça, dans le discours, effectivement, ils sont bien enfouis comme il faut, dans une super enveloppe. On ne nous a pas dit ce que c'était. Voilà. Incinérés aussi, c'est très bien incinéré, c'est bien brûlé, les filtres sont là. Alors, est-ce que ça filtre bien? Qu'est-ce qu'on fait des filtres? On ne nous en a pas parlé. J'espère que ça filtre bien. Voilà. Voilà. Mais... En France, encore juste, on a un peu des installations de déchets dangereux, parce qu'il faut des installations de déchets dangereux, malheureusement, puisqu'on est obligé, parce qu'il y a certains déchets, quand vous avez eu des problèmes de prions ou des problèmes, certains déchets dangereux, on est obligé d'incinérer. Par contre, où il y a un vrai problème, c'est qu'il y a des déchets qui pourraient ne pas être incinérés, mais compte tenu qu'ils sont pollués, on ne peut pas les réutiliser, tels que par exemple vous avez de la valorisation organique qu'on pourrait faire, on pourrait utiliser, mais si c'est souillé, s'il n'y a pas une vraie filière mise en œuvre, si c'est souillé, vous ne pouvez pas la réutiliser telle que pour faire de la valorisation organique. Il y a plein de systèmes comme ça. Les petits débrouillards, vous savez, dans leurs expos, ils racontent ça très très bien, vous pourrez voir. Mais le problème, c'est en fait, comme dans les petits débrouillards, on dit on travaille sur les questions de recherche sur les technologiques et industrielles, c'est de la vraie industrie et il ne faut pas le renier. C'est important de savoir comment on fait les cycles. Donc il faut des outils de production qui ne sont pas... Et encore en France, on n'est pas les plus mal lotis. Mais c'est important de rappeler cela parce que c'est le quotidien des citoyens, c'est le quotidien de toute personne et de savoir... le problème, comme vous le dites, et vous savez, quand le préfet poubelle a créé la poubelle, les déchets étaient mis dans le jardin, derrière, on n'en parlait plus. On pensait que ça allait disparaître. Aujourd'hui, on est un peu dans ça. Avec l'utilisation de l'économie circulaire, on laisse entendre, on laisse comprendre que tout ça va disparaître, que grâce au cycle, ça va disparaître. Ce n'est pas vrai. Il y a des questions à se reposer, à se dire, repréciser qu'il faut tout un tas de filières, d'industrie. Malheureusement, on vit dans un monde, on est post-industrie, mais en même temps, on doit revenir. On n'est plus dans le siècle du gaspillage. On ne doit plus être dans le siècle du gaspillage du XXe siècle. On est au XXIe siècle. On doit être dans le siècle du recyclage, repenser nos consommations les uns et les autres et dire comment nos filières, comment la filière va être traitée. Voilà. Excusez-moi, je n'ai peut-être pas toujours été très clair. Donc, moi je renvoie la question. Du coup, c'est si on fait ces filières-là, est-ce que ça permettrait à des salariés en insertion d'accéder enfin à un vrai métier et qu'il ne soit pas un boulot de smicard? Si c'est possible, merci. Merci. Bonsoir. Je voulais savoir si vous connaissez la filière des déchets médicamenteux et chirurgicaux des hôpitaux, parce que j'ai eu l'occasion de voir des trucs atroces, mais je ne sais pas où ils sont allés. Et en particulier, ça aussi. Et puis je voulais témoigner que l'année dernière, on a vidé le canal Saint-Martin et le quai de Valmy, le canal du quai de Valmy ont été vidés des déchets. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ça, c'est extraordinaire. Donc on vide l'eau des canaux avec l'aide des écluses. Et moi, je suis allée voir ce qui se passait. C'était dingue ce qu'on trouvait au fond des canaux. Alors des Vélib, des dizaines de Vélib, des caddies, des dizaines de caddies, des machines à laver, des lits, des matelas. En fait, les gens prennent le canal pour une décharge, tout simplement, et ils jettent ça la nuit, et puis ça ne se voit pas puisque ça coule. Et j'étais effarée. Alors, je ne sais pas où ils vont dans les décharges, ouais, j'imagine. Voilà. Pour vous répondre, pour les médicaments, nous, quand on trouve des seringues et des médicaments, on est censé avoir une boîte jaune qui se remplit très vite. Après, je n'ai pas été voir où est-ce que ça allait. J'ai bêtement confiance que ça devait être recyclé intelligemment. Et vous avez vu ce qui se passe dans les canaux, mais je vous invite tout simplement à vous promener en dehors, à regarder sur le trottoir, quand vous traversez des petits squares ou des petits espaces verts, même dans Paris, regardez les pelouses, regardez dans les buissons. Et si vous faites attention, moi je ne regarde plus, parce que je vois ce qu'il y a dedans et ça me déprime, donc je ne regarde plus. Sur les médicaments,
Je ne connais pas les filières de recyclage ou de destruction des médicaments. Simplement, il se trouve que l'année dernière, j'ai accompagné une personne qui avait un cancer. Donc à la maison, on avait plein de médicaments parce que il y a les médicaments pour la chimio qui sont donnés à l'hôpital, mais vous avez tout un tas de médicaments d'accompagnement parce que ces personnes, ça se met à dysfonctionner de partout. Donc on leur donne des médicaments pour tout. Donc on avait des stocks énormes de médicaments à la maison. Et donc, quand elle est décédée, je suis allé voir le pharmacien, puis je lui ai apporté tous les médicaments. Il y en avait plein qui étaient loin de la limite de péremption, qui avaient encore 1 an, etc. Puis j'ai dit, voilà, j'ai plein de médicaments, des anti-inflammatoires, de l'aspirine, de tout. Je vous les amène parce que ça peut servir. Et il m'a dit, mais en fait, nous, on n'a pas le droit de faire autre chose que de les envoyer pour destruction. La sécurité sociale a déjà payé pour ces médicaments. Et donc, ils sont jetés. Et je me suis dit que c'était quand même une source énorme de gaspillage. Ces médicaments auraient pu rendre service à des gens, auraient pu faire des économies à la sécurité sociale. J'ai aucune idée de l'importance que ça a par rapport j'allais dire au déficit, parce qu'on a l'habitude de nous parler de déficit, mais ce n'est pas forcément un déficit, c'est un bénéfice social par rapport au coût de la santé. Mais ça m'a un peu choqué. Voilà. Et c'est juste un témoignage. Hein. Je ne ferai pas de généralisation sur le système. Mais voilà, je pense qu'on a des progrès à faire dans ce domaine-là comme dans d'autres. Peut-être que maintenant, on va passer à votre intervention, Eric. Et ensuite, il y aura un deuxième temps de réaction pour tout le monde. Très bien. Alors moi, j'ai des diapositives. Je suis un peu formaté comme ça. Donc, alors, je les ai sur mon ordinateur. Et Aurélien va les passer. D'ailleurs, voilà, donc, quand j'ai été invité, et donc c'est François qui m'a invité à venir là, et je le remercie. Je remercie les organisateurs. La question, c'est la chimie ennemie de la vie, point d'interrogation. Donc, la chimie est-elle un ennemi de la vie? Alors, qui suis-je? Donc, je travaille au ministère de la Transition écologique et solidaire. Là, je suis membre de ce qu'on appelle l'autorité environnementale, qui est une instance indépendante au sein du ministère. On est indépendant du ministre, il ne nous donne pas d'ordre. Et on donne des avis sur la manière dont on prend en compte l'environnement dans les études d'impact, dans les études d'incidence environnementale, d'un certain nombre d'actions de l'État, notamment de l'État, mais aussi des collectivités territoriales. Et puis, je suis aussi au CA des petits débrouillards, et je suis au CA de l'Alliance Sciences-Société. Et donc, à chaque fois que je fais une présentation, je me demande d'où je parle. Je pense que je parle plutôt de là, aujourd'hui, ce soir, même si, bien entendu, on n'est pas schizophrène. Ce que je fais au ministère de l'Environnement a aussi de l'importance par rapport à ce que je vais vous dire. Voilà. Alors, première question. Donc, Aurélien, tu suis. Diapositive suivante. Il y a ton Macintosh qui est un peu lent, là. Voilà. Donc, d'abord, il faut se poser la question de ce que c'est la vie. Et alors, je vais réagir en chimiste. La vie, d'abord, c'est l'évolution des espèces. Vous avez entendu parler de Darwin, vous n'avez peut-être pas lu ses ouvrages, mais en tout cas, c'est la seule, dans le domaine de la biologie, c'est la théorie scientifique qui rend compte des faits observés. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à mettre en cause, contrairement à ce que disent un certain nombre de créationnistes, la théorie de Darwin. Les espèces évoluent petit à petit dans l'environnement parce qu'il y a une pression de sélection sur les espèces qui fait que les plus adaptés, alors pas forcément les espèces, ceux qui sont le plus adaptés dans les populations se reproduisent mieux, survivent mieux que ceux qui le sont moins. Et c'est comme ça qu'il y a petit à petit une évolution qui fait la vie telle qu'elle est aujourd'hui. Et nous, les humains, nous sommes un animal parmi d'autres et pas une espèce qui est hiérarchiquement placée au-dessus des autres. D'autres éléments, le physicien Erwin Schrödinger, alors pour ceux qui ont fait de la chimie, c'est l'inventeur de la mécanique quantique, enfin c'est un des inventeurs de la mécanique quantique, et je ne rentrerai pas dans les détails de ce qu'est la mécanique quantique, ce sera peut-être l'occasion d'une autre soirée. En 1944, alors qu'on ne savait pas vraiment que l'ADN était vraiment le support de la vie, il a considéré que la vie, c'était un ordre issu d'un désordre à un niveau intérieur. C'est-à-dire qu'il a imaginé qu'il y avait des molécules
Alors il appelait ça un cristal apériodique, c'est-à-dire quelque chose qui a une forme de cristal, mais qui n'est pas tout à fait, pas tout à fait identique d'un cristal à l'autre, qui contient très peu d'atomes, donc des éléments unitaires de la chimie, et que ces peu d'atomes contiennent énormément d'informations. Donc déjà, il avait imaginé que c'était de l'information qui faisait la vie, que cette information, elle avait un support chimique, et que ce support chimique, il était basé sur la combinatoire de peu d'atomes. C'était réellement un visionnaire, puisque ensuite, on a découvert que l'ADN était une molécule déjà qui était capable de se répliquer. Alors la vie, c'est aussi la capacité de substances chimiques à se répliquer, et donc à se reproduire à l'identique. Et puis, on s'est demandé d'où ça venait. On s'est rendu compte que il y avait probablement des ARN, donc là aussi avec des phosphates, qui se sont formés suite à des chutes. La dernière théorie, c'est la suite à des chutes de météorites dans des petites mares. Ça vient de sortir, dans des petites mares chaudes. Et puis aujourd'hui, on commence à voir émerger, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, de la biologie de synthèse. Il y a des gens qui disent on va fabriquer des êtres vivants parce qu'on saura fabriquer de l'ADN comme on a envie qu'il soit, avec les fonctions dont on a besoin et pas celles dont on n'a pas besoin. Voilà. Alors voilà, cette description de la vie, j'espère qu'elle vous terrifie. Parce que, évidemment, pour nous, la vie, c'est pas du tout ça. Pour nous, la vie, c'est boire un coup avec les copains, c'est interagir, c'est transférer des connaissances, c'est se parler, c'est l'amitié, c'est l'amour. C'est aussi malheureusement des conflits qu'on essaye d'éviter ou de résoudre. En tout cas, la vie est tout autre chose de ça, mais sachez que la vie elle-même a une base qui est complètement chimique. Alors, la diapo suivante. Vous avez une définition de la chimie, parce qu'il fallait aussi qu'on se pose la question de ce qu'était la chimie. Alors, sur le site de l'université Pierre et Marie Curie, les chimistes donc, de cette université fameuse parmi les fameuses expliquent que la chimie est une science centrale. J'aime pas bien quand une science se dit centrale. Je ne pense pas qu'il y ait de science centrale. Mais en tout cas, c'est une science, ça c'est clair, qui permet de mieux comprendre au niveau le plus intime la matière, de quoi sommes-nous faits, de quoi est faite cette table, de quoi est fait cet ordinateur. Donc les molécules, les assemblages qui sont à l'intérieur, les solides, et pas seulement d'ailleurs, eux parlent des solides, mais aussi les liquides, comment on les synthétise, quelles sont leurs propriétés, et quels sont les mécanismes de la vie. Et puis, c'est intéressant, parce que c'est peut-être la raison pour laquelle on se pose la question si la chimie est une ennemie de la vie ou pas. C'est qu'on explique immédiatement que, comme toute grande science, elle comporte un volet appliqué et industriel, avec une puissante industrie chimique indispensable à la production de biens de grande consommation, les engrais, dont certains sont fabriqués à Gabès, l'eau potable, l'alimentation, les médicaments, les produits phytosanitaires ou de beauté, les matériaux, l'énergie. Et il n'y a pas dans cette définition de considération pour le volet éventuellement problématique de la chimie. On ne dit pas que la chimie, c'est aussi un certain nombre de polluants, etc. Vous voyez, un plaidoyer pro-chimie qui peut être aussi un petit peu terrifiant. Mais alors, si vous creusez un petit peu, vous entendez parler de la chimie verte. Alors ça, c'est la chimie qui se présente sur un jour différent. Et c'est pas du pipeau. Vous avez actuellement tout un pan de la recherche en chimie et de l'industrie chimique qui se pose la question, qu'est-ce qu'une chimie durable ou une chimie écologique ? Alors l'idée, c'est d'utiliser le moins de matière possible, de se passer des matériaux d'origine fossile, de concevoir des procédés qui sont intrinsèquement propres, c'est-à-dire qui ne rejettent pas de polluants. On fabrique les substances, les matériaux dont on a besoin et rien d'autre. Et on s'arrange pour que ces substances et ces matériaux ils soient recyclables, ils ne produisent pas de déchets toxiques, etc. Et il y a de plus en plus de solutions qui sont trouvées par les chimistes eux-mêmes pour faire une chimie qui respecte l'environnement. Donc vous voyez un
petite lueur d'espoir. La chimie, c'est pas que de la pollution et c'est pas que la vision scientiste de la science centrale. Qu'en est-il dans l'environnement ? Alors vous avez tous entendu parler de la pollution par les dioxines. Alors vous avez peut-être parlé de la dioxine, en fait c'est les dioxines. C'est une série de substances chimiques qui comportent du chlore et qui sont toxiques et surtout qui sont très très stables dans l'environnement. On a beaucoup de mal à s'en débarrasser. En plus on en produit. Vous mettez du sel sur votre côte de bœuf quand vous la passez au barbecue, vous allez produire des dioxines. Donc on est tous pollueurs aussi. Regardez la situation au fur et à mesure des années 90 à 2011, on pourrait continuer. Comment on a réussi à diminuer considérablement les quantités de dioxines émises dans l'environnement. Et comment aussi, vous voyez, ce qui est orange et ce qui est rose, c'est l'industrie. L'industrie manufacturière en orange et l'énergie en rose. Eh bien, ça a complètement diminué. Sur l'énergie, il n'y en a pratiquement plus. La production d'énergie n'émet pratiquement plus de dioxines, alors que dans les années 90, c'était quand même énorme. En revanche, le petit pavé sur le résidentiel tertiaire, lui, on n'arrive pas vraiment à le faire diminuer. Ça veut dire les feux de cheminée, ça veut dire que parfois on met un peu n'importe quoi dans nos cheminées, on met du bois qui a reçu de la peinture, qui a été flotté, qui contient du sel, etc. Et on fabrique des organochlorés, on fabrique des dioxines. Alors encore moins que l'industrie, et beaucoup moins que l'industrie dans les années 90, mais vous voyez qu'un jour, la question des dioxines, ce sera la question des feux de cheminée. Là encore, nous sommes tous pollueurs. Et ce n'est pas pour dédouaner les industriels, mais vous verrez, j'en parle aussi. D'autres progrès qu'on voit apparaître en Europe, la carte d'Europe du bio. Alors, ça ne veut pas dire que le bio il soit parfaitement vertueux. L'agriculture biologique, ça utilise par exemple du cuivre, qui est un métal particulièrement rémanent dans l'environnement, et ce serait mieux qu'on puisse s'en passer. Mais vous voyez que les pays d'Europe sont en train de développer de plus en plus l'agriculture biologique. La France n'est pas la championne, mais par exemple la Suède, en haut, quand c'est vert foncé, c'est plus de 10% de la surface agricole. SAU, c'est surface agricole utile en culture biologique. Et vous voyez que, inversement, en Roumanie, on n'en fait pas beaucoup. En Irlande, ce n'est pas vraiment la question. Cela dit, il y a surtout de l'élevage en Irlande. La France n'est pas forcément très très bien placée. Mais pour rester chez nous, regardez l'évolution entre 1995 et 2016 de la part de la surface agricole utile en bio en France. Vous voyez qu'il y a un déclic qui s'est fait. Il y a une modification complète des comportements des consommateurs qui veulent maintenant manger des produits bio et que c'est en train de modifier l'agriculture. Donc vous voyez, il y a aussi là des phénomènes qui sont en train, c'est ce qu'on appelle les signaux faibles. Alors je ne sais pas si à ce niveau c'est un signal faible, mais il y a des phénomènes qui sont en train de se produire. C'est-à-dire que les consommateurs ne veulent plus d'une agriculture à base de produits chimiques et notamment de pesticides. Et du coup, les agriculteurs sont en train de s'adapter, malgré tous les discours qu'on entend sur le fait qu'on ne peut pas se passer des pesticides, etc. Il y a une autre question qui émerge là-dedans, c'est la question du scientisme. Je l'ai un petit peu abordé quand j'ai développé la définition de la chimie par l'université Pierre et Marie Curie. Il y a encore beaucoup de scientifiques qui pensent que la science est la solution à tous les problèmes. Un jour, des journalistes avaient interrogé George Bush. Alors, je ne sais plus si c'est le père ou le fils, mais enfin, peu importe, c'est la famille, se ressemble assez bien, sur les solutions aux problèmes environnementaux et aux problèmes de climat. Et il avait dit, il y a 3 solutions, c'est technology, technology and technology. C'est-à-dire que, vous inquiétez pas, on va trouver des solutions. En 1992, à un sommet de Rio, il y a eu l'appel de Heidelberg. C'est-à-dire qu'une centaine de scientifiques ont dit qu'ils étaient tout à fait d'accord avec les objectifs du sommet de la Terre de Rio, qu'effectivement, il fallait vraiment faire attention à l'environnement. Mais, et il y avait un mais, ils disaient,
Toutefois, nous nous inquiétons d'assister, à l'aube du XXIe siècle, à l'émergence d'une idéologie irrationnelle qui s'oppose au progrès scientifique et industriel et nuit au développement économique essentiel. Et tout était dans ce mais. C'est-à-dire qu'un certain nombre de personnes pensaient que la science allait résoudre tous les problèmes, mais ne voulaient pas trop qu'on développe des inquiétudes autour de notre mode de développement. Et évidemment, bon, c'est ce qu'on appelle le scientisme. Ça a fait aussi les climato-sceptiques qui ne croient pas au réchauffement climatique d'origine humaine. Alors, tous les scientifiques ne sont pas des scientistes. En tout cas, je voudrais être sûr que vous n'imaginiez pas que c'est ça que je pense. Si on s'intéresse au climat, c'est aussi parce que des scientifiques ont tiré la sonnette d'alarme et ont lancé des alertes. Mais il y a un certain nombre de scientifiques qui pensent que la science résout tous les problèmes et qu'il n'y a qu'à les laisser travailler, il n'y aura pas de problème. Dans le domaine des substances chimiques, il y a deux notions qui sont importantes à comprendre, c'est le risque et le danger. C'est des notions qui sont souvent confondues, et pourtant elles sont très simples. Le danger, c'est ce qui peut se produire. Un paquet de clopes, c'est dangereux. Mais si vous ne fumez pas, vous n'avez aucun risque. Vous pouvez même en avoir un dans la poche si ça vous amuse, si vous voulez en donner à vos copains. Mais si vous ne fumez pas, vous ne prenez pas de risque. Si vous fumez, vous prenez des risques. Donc le risque, c'est la probabilité que le danger se produise. Donc fumer augmente la probabilité d'avoir un cancer. Et en fait, c'est quelque chose qui est très facile à comprendre. D'ailleurs, Boris Vian, qui est quand même un auteur et un chanteur du milieu du siècle passé, avait très bien compris. Alors, il a une chanson qui s'appelle « La Java des bombes atomiques » que je vous conseille d'écouter, où il explique qu'il a un tonton qui est bricoleur et qui fabrique des bombes atomiques. Mais ces bombes, elles ont un rayon d'action d'1,50 m. Alors, c'est un peu faible. Et puis, il dit, mais finalement, donc le danger est faible. Une bombe qui a un rayon d'action d'1,50 m, c'est pas très dangereux. Il suffit d'être un peu plus loin. Et il dit, mais en fait, le problème... Alors, il cherchait à développer le rayon d'action de sa bombe. Et puis, il dit, mais finalement, j'ai trouvé la solution. Le problème, ce n'est pas son rayon d'action, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Et donc, il invite tous les chefs d'État, parce qu'il dit qu'il a une super innovation. Alors, quand vous invitez des chefs d'État en leur disant « j'ai inventé une bombe atomique », ils accourent. Enfin, quelqu'un qui va nous aider. Et il les réunit tous dans la même pièce et il fait sauter la bombe. Et il dit « voilà, la solution a été un peu anarchiste. Je ne sais pas s'il buvait du coca, mais il était anarchiste. » Et finalement, la solution, c'est l'endroit où elle tombe. C'est la même chose pour les substances chimiques. Leur toxicité, c'est l'expression de leur danger. Mais ensuite, la question, c'est de l'endroit où on les trouve. Et donc, si elles se répandent dans l'environnement, on commence à avoir un problème. Si elles sont en contact avec les écosystèmes, avec la faune, la flore ou avec les humains, et c'est là qu'on a un problème. Et toute la question dans le domaine du risque chimique, c'est d'évaluer les risques des produits chimiques. Le problème, ce n'est pas qu'un produit soit toxique. Une amanite phalloïde, c'est toxique. Mais quand on la laisse pousser tranquillement dans la forêt et qu'on a décidé qu'on ne la mangerait pas parce qu'on sait qu'elle est toxique et qu'on mange les bons champignons et pas les mauvais, il n'y a pas de problème. Ça, je vais passer parce que c'est peut-être un peu compliqué, mais en tout cas, la question, c'est une question de probabilité. C'est la probabilité d'être exposé à une substance chimique qui elle-même est toxique, qui pose question. Alors, une autre question qui se pose souvent, et vous avez peut-être déjà entendu dire des gens, moi, je ne prends que des produits naturels, donc je n'ai pas de problème. Alors voilà, je vous ai mis quelques doses létales 50. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une dose létale 50 ? Oui, voilà, il suit, c'est bien. Merci, parce que j'avais oublié de te dire. Bon. La dose létale 50, c'est donc la quantité de substances chimiques que vous allez ingérer et qui va vous tuer. Alors, on dit dose létale 50 parce qu'en fait, effectivement, on n'est pas égaux devant les substances chimiques. Donc, c'est la dose qui tue la moitié d'une population. Si vous exposez 100 personnes à une substance, il va y avoir une dose à partir de laquelle il y en a 50 qui vont mourir. C'est ce qu'on appelle la dose létale 50. Alors, en général, on essaye d'être largement en dessous. Alors, le cyanure, c'est 7000 microgrammes par kilo, la dose létale 50. Le paraquat, qui est un des pesticides les plus dangereux, c'est 3000 à 5000 microgrammes par kilo. La ricine, qui est une substance naturelle issue de l'huile de ricin, c'est 1000 microgrammes par kilo.
Le sarin. Le sarin, vous avez peut-être entendu parler de l'attentat dans le métro de Tokyo par la secte Aoun. Donc des cinglés qui avaient décidé d'intoxiquer les autres dans le métro, pas comme ça, pour faire les malins. C'est 35 microgrammes par kilo. C'est un gaz de combat. Hein. C'est une substance de guerre chimique, le sarin. Les toxines de l'amalide phalloïde, c'est 0,1 à 0,2 microgrammes par kilo. Le venin d'un serpent marin qui s'appelle Chitulia belcheri, j'ai jamais rencontré, mais j'ai jamais cherché non plus. 0,070 à 0,25 microgrammes par kilo. Le polonium, vous savez, qui est utilisé par les Russes pour se débarrasser des indélicats qui critiquent le régime, par exemple, enfin des gens dangereux, quoi. 0,01 microgrammes par kilo. Et la toxine la plus toxique qu'on connaisse, la toxine botulique, c'est une bactérie qui apparaît notamment dans des conserves qui sont mal stérilisées ou dans des aliments qui ont été laissés trop longtemps en dehors du frigo, ou même peut-être au frigo d'ailleurs. 0,0004 à 0,001 microgrammes par kilo. Donc vous voyez, quand les gens vous disent c'est naturel, c'est pas dangereux, eh ben, c'est pas vrai pour la toxine botulique, c'est pas vrai pour certains serpents, c'est pas vrai pour les amanides phalloïdes. Donc attention, c'est pas la nature chimique ou biologique de la substance qui fait sa toxicité. Par contre, on a relativement peu de chances d'être exposé au venin de Chitulia belcheri, qui est un serpent marin. Et si on ne va pas l'embêter, il n'a pas de raison de vous en vouloir. Si on l'embête, peut-être c'est un peu plus grave. Par contre, la toxine botulique, on peut y être exposé par son alimentation si on ne fait pas attention à la manière dont on stérilise des conserves. Donc souvent, c'est des conserves qui ont été faites par des gens qui n'ont pas forcément bien travaillé. Ça résiste à 120 degrés, ces saloperies, hein. Une autre question qui est importante, c'est la question de l'expert et du décideur. Dans le domaine du risque, vous avez des gens qui disent les choses, qui font des analyses scientifiques, qui récupèrent les informations et puis qui essayent de dire quelle est la réalité. Alors c'est compliqué parce qu'en fait, il y a énormément d'incertitudes. Alors ils ne peuvent pas vous dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Mais ils peuvent vous dire ça, on a un certain nombre d'éléments qui montrent que ça pose des problèmes et puis ça en pose moins. Et ça c'est compliqué parce que souvent, les décideurs, justement, les élus, ceux qui sont là pour prendre des décisions pour protéger la population, qui sont censés représenter le bien commun, le bien public, ils aimeraient bien qu'on leur dise ce qu'il faut faire. Et en fait, il y a des querelles d'experts. Regardez le cas du glyphosate avec le Centre international de recherche sur le cancer qui dit c'est cancérigène, et puis des agences de sécurité sanitaire qui disent non, ça l'est probablement pas. Alors on débobinera un peu ça. Mais vous voyez qu'il y a besoin d'avoir des gens qui essayent de comprendre les faits, qui travaillent souvent collectivement et qui disent les choses. Puis il y a besoin d'avoir des décideurs, et ce n'est pas les mêmes personnes. Parce que si vous dites à un expert qui va prendre la décision, eh ben dès ce moment-là, vous créez un biais. Un expert, par nature, ça doute. Et un décideur, il arrive un moment où il ne faut pas qu'il doute. Il arrive un moment où il faut qu'il prenne une décision. Ce n'est pas forcément simple, mais en tout cas, il est légitime pour le faire. Et on prend parfois de mauvaises décisions. Et parfois de mauvaises décisions politiques. On a décidé qu'avant, c'était le ministère de l'Agriculture qui décidait de l'homologation des pesticides. Puis on a trouvé qu'il était quand même un peu proche de la FNSEA. Donc, on a transféré la décision dans une agence de sécurité sanitaire, qui est justement une agence d'expertise. Et ben, je vous garantis qu'on aura des problèmes, parce qu'un jour, on se rendra compte qu'il y a eu des pressions et qu'elle n'a pas pu mener son expertise dans toute sérénité, justement parce qu'elle devait prendre des décisions. Alors, un premier problème, c'est que les agences d'expertise dans le domaine du risque chimique reconnaissent peu les résultats scientifiques. Alors, ce n'est pas forcément le cas de l'ANSES, de l'Agence de sécurité sanitaire de l'environnement, mais c'est le cas des agences européennes de sécurité sanitaire. Les industriels ont réussi à obtenir qu'on ne reconnaisse pas les dossiers qu'eux produisaient avec la même valeur que les publications scientifiques. En disant, mais vous comprenez, les publications scientifiques, d'abord, il n'y a pas de contrôle qualité dans les laboratoires. Et puis, c'est un jugement par les pairs, on n'est pas sûr que ce soit de bonne qualité. Alors, c'est vrai qu'il y a de la fraude scientifique. Mais du coup, on
on prend en compte essentiellement les données qui viennent des producteurs des substances chimiques. Les données sont elles-mêmes protégées par le secret industriel. À une époque de ma carrière, j'étais directeur des risques chroniques à l'INERISC, à l'Institut du risque industriel. Et quand on a commencé à travailler sur les pesticides, j'avais un collègue qui examinait des dossiers de pesticides. Et moi, il a fallu que je lui paye une armoire forte pour mettre dans son bureau, parce que sinon, il n'avait pas le droit d'avoir les dossiers. Il fallait que les dossiers soient dans une armoire blindée sous clé, parce que les dossiers étaient confidentiels. Et j'ai toujours trouvé aberrant que des gens qui rejettent des substances chimiques dans l'environnement fassent reconnaître que ce qu'ils faisaient de ces substances chimiques soit secret. Pour moi, il y a une aberration. Si c'est si important de garder les secrets, ben à ce moment-là, ils se gardent des substances chimiques pour eux, mais ils ne les mettent pas dans l'environnement. La réalité, c'est qu'il y a une protection de secrets industriels et que seules les données des producteurs sont reconnues. Enfin, il y a très peu de données du monde de la recherche qui sont reconnues dans les dossiers d'évaluation de risque. Et c'est cette asymétrie qui explique que maintenant, on se retrouve avec les Monsanto Papers. C'est-à-dire qu'on commence à débobiner des choses parce qu'il y a eu des fuites et on se rend compte qu'il y a eu tout un biais dans l'évaluation des risques du glyphosate organisé par Monsanto. Et finalement, on a un scientifique donc, qui s'appelle Christopher Portier, qui lui a eu accès aux données des industriels et qui a trouvé qu'il y avait 8 effets cancérigènes qui avaient été renseignés, qu'on retrouvait dans les données des industriels et que les agences de sécurité sanitaire n'avaient pas détectés. Et donc, on montre, et il y a d'autres choses d'ailleurs dans les Monsanto Papers, je vous invite à lire la presse, qui montre qu'il y a eu de la fraude caractérisée. Mais il y a aussi le monde scientifique qui est fraudeur. Il n'y a pas que des fraudeurs, bien sûr. Mais il y a quelqu'un qui a regardé les articles qui étaient retirés des publications. C'est que les scientifiques, quand ils ont des résultats scientifiques, ils les publient. C'est relu par des pairs qui disent « Ok, c'est de la bonne science, on peut le publier ». Et puis de temps en temps, on s'aperçoit qu'il y avait des erreurs, entre guillemets. Et donc, quand il y a une erreur, la revue retire le papier. C'est-à-dire qu'on le retire de la littérature scientifique pour pas que cette erreur soit propagée et soit prise pour argent comptant. Et bien, il y a quelqu'un qui a pris les articles qui étaient retirés et puis qui a regardé pourquoi ils étaient retirés. Et bien, ces fameuses erreurs, dans 21% des cas, c'est des erreurs. Dans 43%, c'est des fraudes. Dans 14% des cas, c'est des doublons. C'est quelqu'un qui publie ce qu'un petit copain a déjà publié, ce qui permet d'avoir les scientifiques sont jugés en gros sur le nombre de leurs articles. Donc, publier ce qu'a déjà fait le copain, c'est un moyen d'augmenter son score. Dans 10% des cas, c'est des plagiats, ce qui est à peu près la même chose que le doublon. Le doublon, c'est quand on se plagie soi-même, et le plagiat, c'est quand on plagie les petits copains. Et surtout, il y a 10 fois plus de fraude en 2012 qu'en 1975. C'est-à-dire qu'on est en train de mener le monde scientifique à devenir un monde de fraudeurs. Alors, évidemment, il y a beaucoup plus de scientifiques honnêtes que de scientifiques fraudeurs, mais vous voyez qu'il y a une tendance qui est quand même dangereuse. Et on pousse les gens, il y a un tel niveau de compétition qu'on arrive à développer la fraude. Exactement comme dans le monde du sport. Les sportifs ne sont pas des fraudeurs a priori, mais vous les amenez à se doper parce qu'il y a une telle pression pour être le premier qu'ils finissent par utiliser des substances qui ne sont pas bonnes pour eux-mêmes. Alors Monsanto, on va reparler de Monsanto. C'est intéressant de parler de Monsanto parce que c'est quand même vraiment caricatural, quoi. Une des dernières choses qui est sortie des Monsanto Papers, et je ne vous ferai pas la liste des Monsanto Papers, allez voir la presse. Monsanto payait des scientifiques reconnus pour signer des articles qui étaient écrits par eux. Donc vous êtes un chercheur, vous êtes super coté. Quand vous parlez, les gens disent « Ah ouais, lui, c'est vraiment, s'il parle, c'est que c'est vrai. » Et puis, Monsanto, il sait que vous n'êtes pas très très bien payé. Alors, c'est mieux payé que les gens de chez vous, les chercheurs. Mais ils ne sont pas malheureux, mais ils ne gagnent pas des sommes astronomiques. Et donc, on leur dit, on va te payer pour mettre juste ton nom sur un papier. Mais tu n'as rien à faire d'autre que de mettre ton nom sur le papier. Et donc, il y a des chercheurs qui se sont retrouvés payés par Monsanto pour signer des papiers qu'ils n'avaient pas produits. Et Monsanto disait, quand ils ont senti venir qu'on allait reconnaître les publications scientifiques comme ayant une valeur, et pas seulement ce qui était produit par les industriels, ils ont fait produire des papiers scientifiques par des scientifiques qu'ils ont achetés. C'est de la corruption, tout simplement.
Alors, la liste des scientifiques, je ne l'ai pas, mais on doit pouvoir la trouver. Il y a des collectivités locales donc, qui sont censées défendre l'intérêt collectif, qui ne sont pas vraiment déontologiques. Là, c'est tout récent, hein, le 9 octobre, vous voyez. Chantage aux subventions à Gardanne. À Gardanne, il y a un projet d'incinérateur. Et alors, le parc naturel du Verdon et du Luberon avait lancé des poursuites contre l'exploitant de l'incinérateur. La région Provence-Côte d'Azur l'a menacé de lui retirer ses subventions si il continuait les poursuites. Il a abandonné les poursuites parce qu'il ne voulait pas mettre tout le monde à la porte, tout son staff à la porte. Donc, vous voyez, ça aussi, c'est de la corruption caractérisée. Alors, si c'est vrai, pour l'instant, c'est un article de presse que je reproduis. Hein. J'imagine que ça ira plus loin, mais c'est quand même une affaire à suivre. Alors, il y a des régions où il n'y a pas besoin de faire de chantage aux subventions, où les associations de protection de l'environnement se sont vues sucrer leurs subventions directement. Donc, c'est plus simple, il n'y a pas besoin de faire de chantage. Alors voilà, le monde assez noir que je vous ai décrit. Y a-t-il des solutions pour s'en sortir? Alors, je pense qu'il y en a. Alors, d'abord, faire respecter les règles de déontologie. Parfois, la justice se fâche. Vous avez tous entendu parler du pneumologue Michel Aubier, pneumologue très, très reconnu, hein, professeur des universités, donc PUPH, hein, pour parler clair, qui disait qu'il fallait quand même relativiser les effets du diesel. On s'est rendu compte qu'il était payé par Total. Et puis le Sénat l'a fait venir pour parler du diesel en tant qu'expert. Et il a juste oublié de dire qu'il avait des conflits d'intérêts avec Total. Il a considéré, et d'ailleurs il a dit que non, il ne considérait pas qu'il était en conflit d'intérêts. Certes, il donnait des conseils à Total, mais ce n'était pas si grave que ça. Mais ça lui rapportait quand même 100 000 euros par an. Hein, alors je ne sais pas, 100 000 euros par an, je ne sais pas si c'est acheté ou pas, parce que effectivement... boire une bière avec quelqu'un de chez Total, c'est peut-être pas très grave. Hein, on ne vous êtes pas forcément acheté. 100 000 euros par an, ça commence à faire beaucoup et ça peut faire un biais dans votre jugement. Surtout si on vous dit que si vous dites n'importe quoi, l'année prochaine, vous aurez plus les 100 000 euros. Bon, il a quand même été condamné à 6 mois de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende. Mais c'est vrai que ça fait 6 mois de salaire. Je vous laisse juge. En tout cas, il a été condamné. Ce qui est quand même une première, ce qui est quand même important parce que pour sa réputation, maintenant, honte sur lui. Hein. Et ça, c'est vraiment important. La démocratie, ça peut marcher. Regardez, le Parlement européen, vous avez vu que la Commission européenne, sur les perturbateurs endocriniens, elle n'arrête pas de se faire engueuler par tout le monde, par les associations, par les scientifiques, et elle n'arrive pas à vraiment faire une définition des perturbateurs endocriniens qui fâche un petit peu l'industrie. Ben là, c'est le Parlement européen qui a invalidé la définition de la Commission. Alors, nous qui sommes loin de nos élus européens, et puis en fait, en plus, on a envoyé au Parlement européen, ce n'était pas forcément les cadors de la politique. Hein. Regardez le Front National. Enfin, il y a beaucoup d'anti-européens qui sont allés au Parlement européen, donc ils n'émettaient pas les pieds. Hein. Vous voyez que le Parlement européen, ça sert à quelque chose. Il vient d'invalider la définition de la Commission, et la Commission est obligée de recommencer. Donc, ne désespérez jamais de la démocratie. Elle n'est pas parfaite, mais de temps en temps, elle peut se réveiller. Alors, une autre solution, c'est sortir de la tour d'ivoire. Alors, peut-être un peu plaidoyer pro-domo, mais enfin, pas tant que ça. Hein. L'éducation populaire, c'est aussi un moyen, parce que si on veut décoder tout ça, si on veut comprendre, si on veut savoir ce que c'est qu'une substance chimique, comprendre la différence entre le risque et le danger, etc., j'ai juste survolé là. Mais il faut que tout le monde comprenne ces questions scientifiques. Donc l'éducation populaire, ce n'est pas forcément faire de chacun un chimiste professionnel, mais c'est donner les bases, c'est pouvoir apprendre à décoder le monde. Hein. Et apprendre à décoder le monde, une partie, c'est la culture scientifique, au sens d'une démarche de curiosité, d'une démarche scientifique faite... de partir des faits, puis essayer de comprendre. Hein. C'est un peu, enfin, c'est un des rôles des petits débrouillards. Alors, ils ne sont pas les seuls, mais en tout cas, je pense que faire des citoyens éclairés, capables de comprendre et du coup d'exiger que les décisions soient les bonnes, c'est une des solutions. Une autre solution, c'est le dialogue science-société. Alors, c'est le rôle de l'ALICE aussi.
hein. Faire que la science s'intéresse aux questions de société et pas seulement aux questions des scientifiques eux-mêmes, hein. Donc c'est une manière de lutter contre le scientisme. Et alors tout ça avait déjà été dit. Donc je rappelle que Louis Pasteur était un chimiste, hein, et qui disait à ses étudiants, ayez le culte quand il a créé l'Institut Pasteur, il a dit « Ayez le culte de l'esprit critique. Réduit à lui seul, il n'est ni éveilleur d'idées, ni un stimulant de grandes choses. Sans lui, tout est caduc. » Donc ça ne suffit pas l'esprit critique, mais si on n'a pas l'esprit critique, on ne fait rien de bien. Voilà. Et je vous laisse lire ma conclusion. Tu suis toujours. Je suis vraiment très mauvais pour dire, j'ai tellement l'habitude de cliquer moi-même, hein. Donc continue. Voilà la conclusion. Voilà. Plus loin encore. Voilà. Hein. Donc la conclusion, ce n'est pas la chimie qui est bonne ou mauvaise, hein. C'est la manière dont l'homme l'utilise de façon parfois malhonnête. Elle peut aussi servir à de nobles causes, hein. Et ce qui importe, c'est une expertise indépendante et plurielle, des citoyens instruits, une société au contact de la science et, comme disait Pasteur, de garder l'esprit critique. Voilà, merci. Si Salim et Nicolas veulent réagir. Bon, justement, c'est sur l'esprit critique. Les chiffres, c'est pour l'esprit critique, justement, les chiffres qu'on a vus au début. Vous les avez récoltés comment? Sur la dioxine, on voit que ça diminue de plus en plus. Sur la dioxine, j'ai dû aller chercher... j'ai tout récupéré sur le web, en fait. C'est peut-être des données du CITEPA, qui est un centre, donc CITEPA. Donc, en cherchant sur un moteur de recherche, j'ai pas dit Google, hein, sur un moteur de recherche comme Quant, vous pouvez trouver, si vous cherchez CITEPA, vous allez voir plein de données. Vous avez énormément de données à l'Agence européenne de l'environnement, vous avez des données à l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, vous avez des données au CITEPA. Voilà, il y a beaucoup de données, et en fait, quand je prépare une conférence comme ça, je récupère des informations en général sur le web. Je n'ai pas d'accès privilégié à des informations qui seraient secrètes. Tout ça, c'est public. C'est pour une question de viabilité de l'info. C'est pour une question de viabilité de l'info. Je voulais savoir où je peux chercher pour être sûr de l'information. Ben, il y a quelques pistes, et puis après, il faut recouper. Mais des organismes officiels comme ça, en général, ils ont de l'information qui est validée. L'Agence européenne de l'environnement, il y en a presque trop des données. C'est difficile de se retrouver dans le maquis, mais c'est de la donnée qui est vraiment validée et solide. Okay, elles sont vraies. Et il est viable? Ok. Poser des questions? Oui, justement, c'est une réflexion. Quand vous dites que le paquet de cigarettes n'est pas dangereux, s'il reste dans votre poche. Il était dangereux, mais il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Oui, parce qu'effectivement, il est déjà dangereux à la production. Une fois qu'il est produit, il a déjà été toxique. Parce que nous, on ramasse déjà les... Oui, c'est vrai, il y a le processus de production. Non, mais c'était pour montrer que si on ne fume pas, on n'est pas exposé au danger que constituent les cigarettes. C'est un paquet de cigarettes. Ça représente un danger. Il n'y a risque que quand on fume. Ce que malheureusement, beaucoup de gens font. Je voulais savoir juste le produit. Moi, j'étais présent là où est située l'usine de Gabès. Il y avait des produits liquides qui vont dans l'eau. Et je veux juste savoir la réaction, la gravité sur les gens. Alors, les produits qui vont dans l'eau, les premières victimes, c'est ceux qui habitent dans l'eau. C'est les poissons, les invertébrés aquatiques, les plantes aquatiques, les algues. Alors déjà, ça déstructure complètement le fonctionnement de l'écosystème aquatique. Ensuite,
certains de ces produits peuvent s'accumuler dans les... Alors, il peut y avoir... On peut être intoxiqué quand on se baigne, parce que ça passe par la peau. Mais là, il faut vraiment que ce soit en général, il peut y avoir des exceptions, c'est des eaux qui sont dans un tel état qu'on n'a pas envie de se baigner. En revanche, vous avez des produits qui se bioaccumulent dans la chaîne alimentaire. Des invertébrés vont récupérer ces produits. Souvent, c'est des produits qui ne sont pas solubles dans l'eau. Les invertébrés vont les récupérer. Ensuite, les poissons vont manger les invertébrés. Et puis nous, on va manger du poisson. Donc, souvent, c'est les populations qui mangent beaucoup de poissons qui sont intoxiquées par des substances qu'on trouve dans l'eau. À une époque, on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de mercure dans le poisson, et notamment dans les pays du Nord. Et donc, on est allé dire aux Inuits et aux Cris, alors on appelle ça, nous, dans les pays du Sud, on appelle ça des Esquimaux, hein, mais voilà, les gens qui habitent en Alaska et dans le nord du Canada, leur alimentation, c'est essentiellement du poisson. Et on est allé dire aux femmes enceintes, il ne faudrait pas manger de poisson parce que vous allez intoxiquer votre gamin avec du mercure. Hein, et ça crée des retards mentaux chez les enfants. Sauf que aller dire à des pêcheurs qui vivent de la pêche qu'il ne faut pas manger de poisson, c'est quand même un peu délicat. Parce que la question qu'ils posent dans leur bon sens, c'est de dire, et alors qu'est-ce que je vais manger? Il faut apporter une réponse. Voilà, donc par l'eau, souvent c'est par la chaîne alimentaire qu'on intoxique les personnes. Mais en revanche, il y a aussi des émissions dans l'air qui passent par les cheminées, qui sont rejetées dans l'air. Et là, c'est en respirant. Et là, l'homme est intoxiqué directement. Et on a plusieurs mètres carrés de surface de poumons. Les poumons, c'est une très très grande surface parce que justement, il faut qu'on capte l'oxygène de l'air. Et on capture comme ça des polluants qui se fixent dans les poumons. Il peut y avoir une toxicité pulmonaire et puis ça peut rentrer dans le sang et ensuite intoxiquer par le sang. Et alors, il n'y a pas que les usines. Actuellement, à Paris, si les Parisiens vivaient dans un air pur, c'est-à-dire comme dans les villes moyennes de France, ils gagneraient 27 mois d'espérance de vie. 27 mois. Imaginez ce que ça fait. Et l'essentiel de la pollution, c'est les feux de cheminée quand on brûle du bois. C'est les voitures, les camions, avec notamment les particules liées au diesel, les oxydes d'azote, etc. En France, on a à peu près résolu les problèmes de pollution industrielle. À Gabès, manifestement, il y a encore un énorme problème de pollution industrielle. Mais souvent, c'est par l'air qu'on est... Et puis, il y a les sols pollués. Les sols pollués, si vous cultivez des plantes sur les sols pollués, alors quand c'est tellement stérilisé que rien ne pousse, à la limite, ça résout le problème. Ça ne résout pas le problème pour les agriculteurs. Ça résout le problème du consommateur. Mais par contre, il y a plein de sols qui sont pollués de manière plus modérée, où il y a quand même des plantes qui poussent, et où ce sont les plantes qui sont polluées. On a pollué les Antilles françaises avec une substance qui s'appelle la chlordécone, qui est une vraie saloperie, et qui reste très très stable dans les sols. Une fois que c'est sur les sols, il y en a pour plusieurs siècles, et qui fait qu'on ne peut plus consommer les produits, les bananes qui sont produits dans ces bananeraies. Voilà, donc effectivement, il y a énormément de... Je peux pas faire un cours d'écotoxicologie ce soir, mais il y a énormément de voies d'intoxication par l'eau, par les sols, par l'air, et à chaque fois, il faut décortiquer ces voies pour essayer de comprendre comment la nature ou les hommes sont exposés et quels sont les risques. Merci. Une question ici. J'aimerais revenir sur juste à l'instant quand vous évoquiez les plantes. Je ne sais pas si vous avez des informations et si vous pouvez nous éclairer par exemple sur ce qu'on appelle les photomines ou les plantes photomines. Les plantes photomines, des plantes qui seraient capables en fait. On a remarqué par exemple dans l'Europe de l'Est, dans certaines régions où on exploitait énormément le plomb et certains métaux lourds, qu'aucune plante ne poussait, sauf certaines espèces qui étaient capables de survivre, voire même de récupérer ces métaux-là, mais en quantité très très fine. Et donc apparemment, ça pourrait être une solution pour dépolluer certaines zones, voire pour récolter certains minerais qui seraient, comment dire, on ne peut pas récolter des minerais qui n'ont pas une valeur assez forte ou qu'on pourrait mieux récolter à la main, mais qui pourraient être un vecteur d'espoir, on va dire, sur ce cas-là. Il y a d'ailleurs une chercheuse du CNRS à Montpellier qui a développé
assez loin ce type de concept, qui a pris des brevets. Il y a des entreprises qui se sont créées pour utiliser ce qu'on appelle, je ne connaissais pas le mot photomine, mais c'est ça s'appelle la phytoremédiation. C'est pas photo, c'est phyto. Moi, j'ai compris photo, mais c'est peut-être moi qui... Voilà. Donc, effectivement, comme des plantes sont capables de bioaccumuler des substances, certaines plantes, alors s'il y a trop de métaux, elles peuvent mourir, mais il y a des plantes qui s'adaptent. La vie, c'est une adaptation continue. Si vous récupérez des plantes sur un sol qui a été pollué par des métaux et les mêmes plantes de la même espèce sur un sol qui n'a pas été pollué par les métaux, eh ben vous allez en avoir une qui résiste aux métaux et l'autre pas. Les plantes s'adaptent, enfin, tous les êtres vivants s'adaptent. Donc ces plantes qui sont adaptées et qui sont capables de capturer les métaux, dans certains cas, on peut s'en servir pour récupérer les métaux du sol parce que les racines, c'est très très performant pour aller récupérer des oligo-éléments dans le sol, donc des métaux polluants. Mais il y a d'autres méthodes de dépollution des sols, mais en tout cas, c'est une méthode. Mais après, il faut récupérer les plantes, il faut les incinérer pour récupérer les métaux. Donc il y a quand même toute une chaîne derrière. Mais c'est effectivement quelque chose qui fonctionne. Sur ces plantes magiques, d'ailleurs, ils sont en train de chercher la plante qui va extraire l'or. Comme ça, on fera... qui n'a pas encore été trouvée, mais il y a déjà des plantes en Albanie. C'est l'exemple que tu citais. Je ne sais plus quels métaux on retrouvé, mais c'est prometteur. Mais j'avais envie de réagir sur les nouvelles molécules. Premièrement, sur les nouvelles molécules qui sont créées intégralement par la chimie. Par exemple, ce que tu viens de dire, ce n'est pas applicable sur les nouvelles molécules. Et la pollution, également aujourd'hui, elle est sur toutes ces molécules qui ne sont pas biodégradables, qui restent ad vitam dans leur constitution et dans la nature, et qui polluent. Donc je voudrais attirer l'attention également au niveau de que la chimie puisse se poser des questions sur créer ces molécules qui ne peuvent pas être traitées par la suite et qui restent dans la nature pendant X temps. Deuxièmement, sur l'aspect pollution, sur l'aspect cocktail, parce que toutes ces études sur la dangerosité d'un élément sont analysées souvent sur un élément. Il n'y a pas le cocktail infini, ce qui est normal qu'il n'y ait pas d'études sur l'association de divers polluants, parce que ça serait infini cette étude. Mais pour conclure, avant de continuer les questions, il me semble que quand on voit Monsanto, quand on voit Total, qui est quand même la plus grande entreprise française qui fait ça, quand on voit Monsanto, je me dis que le combat sur ce point très important de la pollution du vivant et de l'ensemble du vivant est un peu biaisé. Et les armes des personnes qui sont en face sont très importantes. Et c'est vrai que l'éducation populaire, c'est-à-dire ne pas peut-être combattre le phosphate en amont par les producteurs, mais combattre le phosphate chez les consommateurs, en disant que si vous consommez des additifs alimentaires qui sont dans les plats préparés, non seulement vous allez polluer pour X raisons, gabès, etc., mais en plus vous allez vous-même vous polluer et perdre de... C'est quand même un drame aujourd'hui, cette pollution à grande échelle qui se passe. Et cette approche chimiste, poétique, j'ai envie de dire, une approche chimiste qu'on voit dans les livres, j'ai l'impression que vous avez démontré, par ces exemples sur Monsanto, sur Total, sur le nombre de fraudes, c'est quand même dingue, le nombre de fraudes de publications scientifiques, j'ai envie de dire que les aides ne sont peut-être plus à cet endroit-là. Voilà. Il y a beaucoup de choses là dans la question. Alors d'abord, les substances qui ne se dégradent pas. Ben oui, il y a des substances de synthèse qui ne se dégradent pas et c'est en général une catastrophe pour l'environnement. C'est typiquement le cas de la chlordécone. La chlordécone, elle a été interdite aux États-Unis et les Français, ils ont mis 20 ou 30 ans, je ne connais pas le chiffre exact, pour l'interdire en France. Donc il y a aussi une question de décision des pouvoirs publics. En plus, oui. Bah oui, bon, c'est loin. Hein. Bon. Donc, la question maintenant, c'est aussi des chimistes qui trouveront des solutions. La chimie verte, c'est pas juste un concept. Il y a actuellement
l'industrie chimique a compris qu'il fallait aller vers une chimie qui est beaucoup plus propre et beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Alors, je ne sais pas si Monsanto, c'est quelque chose qui est très répandu ou si c'est l'exception. J'ai pas démontré, enfin, je ne pense pas avoir démontré que toute l'industrie chimique était malhonnête. Manifestement, il y a des entreprises dont on est en train de prouver qu'elles sont malhonnêtes. J'ai parlé de Monsanto, j'ai d'ailleurs pas parlé de Total, je n'en sais rien pour Total. Ok, mais j'ai essayé de prendre des articles de presse qui correspondent à des faits qui ont été relevés par des journalistes qui font correctement leur boulot. Voilà. Donc, je ne suis pas sûr que la fraude soit généralisée. Je ne suis pas sûr que les gens intelligents dans l'industrie chimique n'aient pas compris. Je suis même sûr qu'ils ont compris que leur avenir, leur propre avenir, passait par une chimie qui est beaucoup plus propre. Voilà. Alors, les effets cocktails, on en parle beaucoup. Mais c'est vrai que, de toute façon, on n'est pas capable d'étudier toutes les associations de tous les produits. Il y a quelques cas inquiétants de synergie entre des produits qui, effectivement, renforcent leur effet. Mais dans la plupart des cas, quand on fait des études, on trouve des effets additifs. C'est-à-dire que 2 produits, ça fait plus d'effet qu'un seul, mais ça ne fait pas 2 fois plus d'effet. Donc je pense que c'est un sujet qu'il faut creuser. Mais je ne suis pas sûr qu'il soit aussi grave que ce qu'on veuille bien dire. Et surtout, il faut se mettre à des niveaux de protection sur chacune des substances qui sont tellement élevés, avec des facteurs de sécurité tellement forts, qu'à la limite, on a peu de chances de voir apparaître des effets synergiques. Voilà, je ne sais pas, j'ai peut-être pas répondu à tout. Mais... Je viens de rajouter, comme tu parles de ces mélanges et cocktails, nous on en ramasse tous les jours, ne fût-ce que le blister du paquet de clopes avec son carton, ses mégots et tout le reste. Et mes gars qui sont des petites gens, ils ont dit pour qu'on ait plus ce problème-là, il suffirait de ne pas consommer. Voilà, et là t'as plus de pollution. Bonsoir. Je vais faire ma transition sur le diesel. J'ai téléchargé il y a quelques jours sur le site de l'INSEE les chiffres de la France, un petit PDF. Et j'ai été très étonnée du nombre de voitures qui ont été construites. On reste sur une industrie très constructeur de voitures, et par l'augmentation du transport routier. Et moi, je suis originaire de Haute-Savoie, à côté de la Suisse. Les Suisses, depuis des décennies, ont fait la politique du ferroutage. Et moi, quand j'étais petite, on passait par Modane pour aller en Italie. On mettait la voiture sur le train. Et il était à une seule voie. On ne pouvait pas, à l'époque, agrandir le tunnel parce qu'il y avait des restes de bombes de la guerre et tout. Depuis, il y a eu le nouveau tunnel, mais dans le nouveau tunnel, c'est des camions qui circulent. Le ferroutage qui existait au tunnel de Modane quand j'étais petite, il n'existe plus, il est sorti des politiques. Et je vais résumer mon intervention. Déjà, premièrement, j'ai pris la parole parce que j'étais extrêmement surprise de voir cette augmentation du trafic routier en France. Il y avait des chiffres qui comparaient une période de 10 ans. C'est flagrant. Donc ça fait de la pollution en plus. Et ça veut aussi dire que la SNCF transporte moins de choses dans les wagons. Donc ça veut aussi dire que le réseau ferré est moins rentable. Donc en fait, il y a des répercussions économiques. Mais ce que je constate, c'est qu'on fait une énorme sensibilisation sur les gens, on va les culpabiliser. Il y a à faire. L'action sur les gens, elle est importante, mais une société, c'est aussi une architecture, une forme de squelette. Et tant que l'économie sera pondérée avec X% de voitures à produire, on ne sortira pas. J'arrête les exemples là parce qu'on pourra en fournir plein. Je ne sais pas si on s'en sortira ou pas. Moi, je suis plutôt un optimiste.
J'ai constaté comme vous l'augmentation de la circulation automobile et je ne suis pas contre l'automobile, mais j'ai trouvé que c'était un peu stupide de rendre les gens complètement dépendants de leur voiture, avec leur propre complicité d'ailleurs. Moi, je connais des gens que j'arrive pas à dissuader de prendre leur voiture pour aller acheter le pain, alors que ça leur ferait du bien d'y aller à pied. Moi, je suis tout le temps en vélo, et des gens qui, au début, on me regardait quand même comme un extraterrestre. Non, j'ai remarqué la différence. Maintenant, les gens m'arrêtent. Ah, votre vélo. Ah, d'abord, la question, c'est il est électrique. Je dis non, pourquoi il serait électrique? Ça sert à rien, j'ai besoin de faire du sport, de toute façon. Mais ils disent, ah, c'est bien, vous avez un vélo pliant. Ah oui, ça marche bien, il est lourd, vous pouvez l'emmener dans le train, etc. Je me dis même que maintenant, pour draguer, c'est pas la peine d'avoir une belle décapotable, il vaut mieux avoir un beau vélo. Bon, bon, donc je vois une modification. Je vois de plus en plus de vélos dans la ville. Moi, quand j'étais étudiant à Paris, je suis arrivé à Paris faire mes études en 78, donc je suis un vieux de la vieille. J'allais en vélo à la fac, mais j'étais tout seul en vélo. Et maintenant, il y a des vélos partout. Donc, il y a des transports en commun partout. J'habite à Montpellier. Il y avait des avenues qui étaient pleines de bagnoles. On a mis le tram au milieu, et puis des contre-allées qui servent juste aux gens à rentrer chez eux en roulant tout doucement. Il n'y a pas eu de révolution, ça n'a pas été le drame, et la ville est plus agréable. Donc on voit bien qu'il y a des évolutions. La fiscalité sur le diesel, ça a été une catastrophe pendant longtemps. Les gouvernants n'ont pas eu le courage de la changer. Et puis tout d'un coup, maintenant, c'est en train de changer. Et on vend de moins en moins de diesel en France. Alors le scandale Volkswagen, finalement, c'est une excellente chose. Parce que ça a montré qu'il y avait eu de la triche et que quand le patron de Peugeot disait maintenant nos diesels ils sont tellement propres que l'air ressort plus propre à la sortie qu'à l'entrée, il n'ose plus dire ça. De toute façon, il est menacé d'une amende de 5 milliards d'euros. Bon, donc voilà, les choses évoluent. Il y aura aussi les solutions automobiles. Le véhicule électrique, ça peut être une solution à condition de modérer nos déplacements individuels en voiture, mais on ne va pas les arrêter. On est content aussi de pouvoir aller se promener dans les bois en sortant de la ville et en prenant sa voiture. Mais on développe aussi le covoiturage. Moi, je vois mes enfants, quand je faisais mes études, j'avais envie d'avoir une voiture. Puis assez vite, j'ai eu une voiture, mais j'aimais quand même envie de faire du vélo. Mes enfants, ils font du covoiturage. Quand ils vont se déplacer, ils vont faire blablacar. C'est un réflexe. Donc on voit aussi que les mœurs évoluent. Ça a augmenté les camions d'abord parce que la SNCF est quand même pas hyper performante. Et aussi parce qu'on est tous sur le juste à temps. Peut-être qu'il faudrait, si les camions payaient ne serait-ce que le coût de l'usure de l'infrastructure, le transport routier serait plus cher. Pour l'instant, le transport routier est moins cher que le transport ferroviaire. Et du coup, ça a conduit la société à être dans le juste à temps. Et il y a des gens qui rêvent d'aller plus loin dans le juste à temps. Moi, j'ai entendu des gens dire, dans quelques années, grâce aux camions autonomes, il y a des camions sans chauffeur, des robots camions. Quand on commandera un produit, on déclenchera sa fabrication et on l'aura le lendemain chez soi. Parce que le camion, il pourra rouler pendant 24 heures sans que le chauffeur s'arrête pour aller faire pipi. Moi, c'est une question sur l'entreprise en insertion. Justement, j'aurais voulu avoir plus d'informations sur le nombre de personnes avec lesquelles vous travaillez, avec qui vous passez des contrats. Est-ce que justement, il y a beaucoup d'entreprises ou de partenaires qui font confiance à des entreprises d'insertion? Et si justement, c'était une activité qui était pérenne, que vous aviez que c'était pas trop difficile à faire marcher, que justement, il y avait des perspectives ou pas. Et juste une observation pour monsieur aussi, je voulais savoir, sur les dioxines, vous disiez que ça avait diminué en Europe, c'est ça, mais est-ce qu'on n'a pas déplacé le problème sur d'autres continents, en Afrique et en Chine, puisque tous les moyens de production industrielle se sont déplacés aussi? Voilà, merci. La question, c'est beaucoup de gens ont une cheminée. Je viens d'apprendre que ça polluait énormément, mais en même temps, la contradiction, c'est qu'il y a une promotion du bois en tant qu'énergie renouvelable.
Et puis, accessoirement, je voulais savoir qu'est-ce que ça peut bien représenter, toutes ces cheminées, quand il y a des milliers d'hectares de forêt qui brûlent chaque année. Bonjour, puisque c'est une université populaire, je vais me présenter. Je m'appelle Malandjo, c'est dommage que les gens ne se présentent pas plus. Ce que je voulais savoir, monsieur, c'est, puisque nous savons, je pense, que l'univers, que la Terre, que la nature crée tout ce que nous avons besoin, et même ce que nous n'en avons pas besoin. C'est-à-dire que si on était scientifique et chimiste, on étudierait la nature comme le maître Shaolin pour pouvoir reconstruire, enfin pouvoir créer. Est-ce que les chimistes, enfin les financiers, les puissances financières qui payent des chimistes pour faire certaines recherches ne sont pas en train de rechercher? Parce que moi, j'ai dépassé cette question de savoir pourquoi ils font ça, est-ce qu'ils le font, est-ce qu'ils ne le font pas. Ils sont tous en train de nous tuer. Est-ce que nous ne sommes pas juste des cobayes? C'est-à-dire, leur recherche, c'est de savoir s'ils vont réussir à créer des êtres humains capables de vivre dans l'espace, c'est-à-dire sur d'autres planètes, c'est-à-dire en dehors de ce système de l'air, en fait, du système terrestre, ou est-ce que tout simplement, ils ne veulent pas éliminer tous les êtres humains, n'avoir que les plages pour eux tout seuls, et à 600 familles, aller nager dans les plages. C'est-à-dire que c'est intéressant, tout le débat qu'on a ce soir est intéressant, mais en 2018, on connaît tous les dossiers, on les connaît tous. Ils sont en train de nous tuer tous les uns après les jours. On a parlé du chlordécone, ou en Guadeloupe, ils ont tous le cancer de la prostate. Et aujourd'hui, ils sont en train de refaire la publicité de la banane de Guadeloupe, donc ces bananes ne sont pas encore terminées. Et est-ce que ces gens ne sont pas des fous malades qui veulent des plages pour eux tout seuls, et encore des plages, je ne sais même pas dans quoi ils vont nager, des plages artificielles, on va dire, ou est-ce qu'ils ne sont pas en train de créer, comme vous avez dit, on s'adapte, des êtres humains adaptés à la vie sur Mars ou sur Neptune ou je ne sais où? Nous, on est une EI, c'est-à-dire entreprise d'insertion, parce que justement, ça nous permet, contrairement à notre maison mère qui est une association d'insertion, ça nous permet d'avoir tout le public possible, c'est-à-dire public. Niveau pourcentage, c'est plus les collectivités qui nous appellent que le privé. On a 1 ou 2, 3 clients pour quelques jardins, on a quelques propriétés. Et le client, ceux qui nous font vivre, c'est les collectivités. Et sur la pérennité, Ah oui, alors nous, on est une toute petite entreprise, donc on a 4 permanents et en moyenne, dans l'année, il y a une douzaine de personnes en insertion. Il faut savoir qu'une personne en insertion a un agrément et ça dure 24 mois. Voilà. Alors, il y a 3 questions, hein. Il y a la délocalisation, il y a les feux de les cheminées versus les incendies de forêt et il y a les martiens. Donc, sur la délocalisation, oui, il y a de la délocalisation dans des pays qui sont moins scrupuleux que nous en matière d'environnement. Ce qu'on constate, c'est que dès lors qu'ils se développent assez vite, ils se mettent à se préoccuper de l'environnement. La Chine, actuellement, fait énormément d'efforts. Les vélos avaient disparu des villes chinoises, ils sont en train de réapparaître massivement. Et quand on dit massivement chez les Chinois, on n'imagine même pas ce que c'est chez nous, hein. Donc voilà, le vélo en libre service en Chine, il n'a même pas besoin de station. C'est-à-dire que maintenant, il est repéré et on sait où il est. Bon, donc je pense que sur la question de l'environnement, ils font des progrès aussi vite qu'ils ont fait des progrès pour devenir la fabrique du monde. Et je suis à peu près persuadé, je n'ai pas les données économiques, hein, mais je suis à peu près persuadé que les vraies raisons de délocalisation, c'est sur le coût du travail, plus que sur la pollution. Parce que finalement, ce n'est pas si cher que ça. Sur les feux de bois, bah oui, alors, clairement, les feux de cheminée, ça a été étudié et on a démontré que c'était une source majeure des particules qu'on a dans l'air. C'est-à-dire que quand on dit qu'on respire trop de particules fines dans l'air des villes, les cheminées, en gros, c'est à peu près équivalent au transport routier et au diesel. Ça a été démontré. Sur les incendies de forêt, c'est très ponctuel. D'abord, il y a beaucoup d'hectares qui brûlent, mais finalement,
pas tant que ça par rapport à tous les feux de cheminée. Ça va dépendre des pays. Je pense que ce qui se passe actuellement en Californie ou au Portugal, il doit y avoir effectivement des atteintes sanitaires, mais heureusement, on n'en a pas autant en France. Alors c'est dommage pour les pays qui sont fortement soumis aux incendies de forêt. C'est aussi lié à une manière d'exploiter la forêt, etc. Je pense qu'il y a des impacts sanitaires. Je ne connais pas exactement les proportions et les chiffres, mais c'est très très variable d'une année à l'autre, alors que sur le feu de cheminée, ça doit être variable, mais beaucoup moins. Moi, je ne crois pas au grand complot. Je sais que les riches ont envie de s'enrichir, qu'ils y arrivent très bien. Ce n'est pas pour être tout seul sur la plage. Ils ne vont même pas sur la plage. Enfin, je veux dire, ils ont d'autres. De toute façon, ils vont. L'Arabie Saoudite est en train de créer des grands centres de vacances où justement on aura le droit de boire de l'alcool et de ne pas être trop couvert sur la plage, mais ce sera complètement séparé du reste du pays pour ne pas contaminer les gens et pour ne pas donner envie aux Saoudiens et aux Saoudiennes de vivre comme les Occidentaux. Donc oui, il y a des très très grosses fortunes qui s'enrichissent de plus en plus. Les inégalités croissent partout dans le monde, surtout dans les pays du Sud, mais enfin partout dans le monde, même dans les pays du Nord. Mais il y a pas ils ne cherchent pas à faire de nous des Martiens, ils ne cherchent pas à nous adapter, ils s'en fichent complètement. Ils cherchent à avoir de la main-d'œuvre la moins chère possible et éventuellement à se passer de la main-d'œuvre quand c'est possible, mais ils savent qu'ils ont du mal. Je ne crois pas qu'il y ait de complot particulier pour nous envoyer sur Mars. Ça, c'est moi qui ai dit complot. Mais on peut pas tout avoir naturellement. Mais non, mais les médicaments, il y en a qui sont d'origine naturelle, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Voilà, il y a plein de choses qu'on ne sait pas faire avec des produits naturels. Écoutez, je vous remercie. On vous remercie tous d'être venus. Que Einstein disait qu'il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. Que cette université populaire soit une force qui se rajoutera à toutes les forces partout dans le monde, qui un jour feront basculer les civilisations dans quelque chose de libre et solidaire. Nous le croyons. Et pour conclure, pour paraphraser Lorenzacchio, que nous en avons assez d'entendre brailler en plein vent ce bavardage humain, et nous souhaitons que le monde entier sache qui nous sommes et qui il est. Et dernière chose, vous avez à la lingerie, vous pouvez dîner tout de suite. Il y a un prix libre. En venant de l'université populaire, vous aurez un dessert gratuit. Mais je voulais remercier particulièrement, en plus des intervenants, Salim, qui est le premier résident des Grands Voisins à venir participer à cette aventure. Et donc, on a chacun une vie différente, c'est sûr, mais ici, il y a des gens qui ne peuvent pas travailler, qui ne peuvent rien faire et qui attendent depuis de nombreuses années d'avoir des papiers pour pouvoir faire notre vie. Voilà, donc je ne sais pas, Salim, tu veux rajouter un petit truc et sinon, merci à tous. Je dis merci à tout le monde d'être venu. Merci à tout le monde d'être venu.